10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten. J'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo qui va vous parler du dernier pay-per-view Money in the Bank qui a eu lieu dimanche dernier. Je voulais vous faire une review sur ce qui s'est passé et sur mes impressions. On va commencer sans plus attendre avec le kick-off qui a vu s'affronter les Hype Bros, aux colonnes et Primo et Epico. Alors, bon, on a rapidement vu un travail à la jambe des Colons sur Ryder pendant un certain temps. On sentait que tout était fait pour que Mojo ait le hot tag, hein, et c'est arrivé jusqu'au Hype Rider final pour la victoire des Hype Bros, hein, donc pas de surprise, victoire des Faces comme le veut la tradition des kickoffs. J'ai eu quand même un peu peur, hein, quand j'ai vu à un moment donné Mojo foncer sur l'un des colonnes alors que Ryder était tout près. J'ai pensé à une mésentente car j'en ai vu certains, hein, qui parlaient d'un heel turn de Mojo, hein, après ce match, mais j'y croyais pas trop puisque bon, un heel turn dans un match de kick-off, c'est quand même assez bizarre, donc je n'y croyais pas trop. En tout cas, si ça arrive, hein, ce sera pas pour tout de suite a priori, hein, mais on se gardera ça sous le coude. Peut-être que ça va pas tarder à arriver, on sait jamais. Puis il y a quand même pas mal d'équipes, hein, mine de rien, à SmackDown, donc ça pourrait tout à fait arriver. Et un turn de Ryder serait pas non plus à exclure aussi, hein, pas forcément Mojo, ça pourrait être Ryder. Ça dépend, voilà, de ce que la WWE veut faire de cette équipe, hein, si elle a une chance d'avoir un title shot ou bien si elle est considérée, enfin, si elle est condamnée, pardon, à jouer les seconds. On passe à présent au Money in the Bank féminin, hein, maintenant on est sur la carte principale, hein, c'était le match qui ouvrait le show, donc un match historique, hein, il faut le rappeler, puisque c'est le premier Money in the Bank féminin de l'histoire. Il y avait donc Tamina, Natalia, Charlotte, Carmella et Becky Lynch. Alors, à noter, hein, que Maria n'a pas fait d'intervention, elle n'est pas arrivée comme candidate surprise. Il n'y aura d'ailleurs pas eu de sixième participante, hein, ça aurait pu être une éventualité. Finalement, le match s'est bien déroulé à 5, voire 6, si on peut dire. On va en reparler à la fin de ce point, de cette review. Alors, il faut d'abord saluer quand même le courage, hein, de ces 5 jeunes femmes, hein, pour ce tout premier Money in the Bank, le dernier match de l'histoire. Je me suis senti obligé de le dire quand même. On a vu une Tamina quand même qui était étonnamment très présente en début de match, plutôt impactante. Puis c'est Natalia qui a pris le relais par la suite. On a vu Charlotte un peu réagir avec notamment une sorte de sparkle plash, hein, à la Alexa Bliss, qui était portée à l'extérieur du ring. Ça aurait été d'ailleurs le plus beau spot du match. Également un enfourchement de Natalia sur de Natalia sur Becky Lynch, pardon, porté sur une échelle qui aura fait très très mal. Mais c'est à peu près tout, hein, ce qu'on pouvait signaler d'intéressant, hein, car comme on pouvait s'y attendre, et c'est d'ailleurs ce que je vous avais dit, hein, dans ma vidéo pronostic, James Ellsworth est intervenu en faisant d'abord tomber Becky Lynch, puis en grimpant lui-même l'échelle pour décrocher la mallette lui-même et la faire redescendre directement sur Carmella, qui s'est donc emparée de la mallette. À ce moment-là, un moment de flottement, le match se termine comme ça, les arbitres discutent entre eux et finalement Ellsworth déclare, hein, Carmella gagnante et le match ne reprend pas. Donc c'est officialisé et Carmella gagne donc le match. Alors c'est vraiment dommage, hein, d'avoir gâché ce match comme ça, hein, puisque ce qui aurait été mieux, c'était de au moins virer James Ellsworth et de reprendre le match, hein. Ça aurait été quand même plus cool et de rallonger le match et qu'il y ait au moins une justice. Donc au final, la victoire est entérinée. Elle remporte Carmella remporte donc sans surprise, hein, la mallette, hein, puisqu'elle était, il faut le dire, la grandissime favorite à la victoire finale. Je suis quand même déçu, hein, car le match aurait pu être bien meilleur sans cette fin pourrie, hein. Je ne donnerai donc qu'un 6 sur 10 à ce match, puisque j'étais un peu frustré par la fin, hein, car le match aurait pu gagner au moins 5 minutes de plus et avec une fin clean. Ça a manqué du coup de spot marquant, hein, par donc cette sorte de sparkle splash de Charlotte à l'extérieur. On n'aura pas vu grand chose d'autre. On aura vu notamment peu vu finalement Becky Lynch. J'ai remarqué qu'elle aurait été assez discrète. Euh, Tamina aura été étonnamment mise en lumière. Natalia aura fait deux trois choses, Charlotte aussi. Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce match, qui était plutôt décevant, j'ai envie de dire. Donc
pas d'intervention de Maria, comme je vous le disais. Mais on en reparlera plus tard de Maria. À noter quand même que Daniel Bryan et Shane O'Mac ont tweeté après ce match sur le résultat de ce match, puisque les deux n'étaient pas contents de ce final, ils n'ont pas trouvé à la hauteur de leurs espérances. Et Bryan a annoncé qu'il en parlerait dans le prochain SmackDown, que je n'ai pas encore vu, je peux autant vous le dire tout de suite. Et Shane McMahon a parlé, lui, carrément d'un vol. Donc j'attends de voir ce qui va se passer par la suite, puisque je n'ai pas encore vu SmackDown. On passe à présent au match par équipe de championnat, bien sûr, entre les Usos et les New Day. Alors, un début de match dominé par les Usos, puis on a vu Kofi qui a pu faire le hot tag sur Big E, le match s'est emballé, puis plus tard on a vu les Usos reprendre le dessus avec Jay qui a porté son Tequila Sunrise sur Kofi. Moi personnellement à ce moment-là j'ai cru que ce serait fini, mais j'aurais trouvé le match quand même bien court si ça avait été le cas. Finalement, le match a pu continuer et Kofi a porté étonnamment un Dragon Sleeper sur l'un des Usos, ce qu'on lui voit rarement faire, voire jamais même à ma connaissance. Puis Kofi a porté un SOS, mais l'un des Usos se dégage. On voit ensuite Jay tenter son splash sur Kofi, mais Big E le rattrape difficilement d'ailleurs, en plein vol, et lui porte un big ending. Mais le compte est cassé à l'ultime seconde par Jimmy Uso. Là, j'ai vraiment cru que ce serait fini sur ce coup-là. On a vu ensuite Xavier Woods tenter la diversion en jouant du trombone, mais ça ne fonctionnera pas vraiment. Big E tente son spear suicidaire pour la deuxième fois, mais se fait contrer par les deux Usos à la fois. Big E arrive à surpasser ensuite les Usos à l'extérieur, et Kofi enchaîne avec un drôle de plongeon extérieur à la verticale et de dos vers les Usos. Les New Day portent alors le Midnight Hour, mais Jimmy tire Jay pendant le tombé. Mais suite à cela, les Usos ne remontent pas sur le ring et se tirent en ramenant les ceintures avec eux. Ils sont donc décomptés à l'extérieur, ce qui donne les New Day vainqueurs. Mais bien sûr, les ceintures ne changent pas de main. Ce résultat était prévisible puisqu'on ne pouvait s'attendre à ce que le match ne se finisse pas clean afin de prolonger la rivalité. Moi, j'aurais plutôt donné les Usos vainqueurs de façon pas clean. Finalement, ça aurait été dans l'autre sens. Mais bon, ce qui est plutôt aussi logique, vu que ce sont des heals, donc se faire disqualifier ou alors se faire décompter à l'extérieur, c'était aussi possible. Donc, mais la finalité est la même, à savoir donc un prolongement de la rivalité, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, car le match fut plutôt bon et avec du suspense. Donc c'est un peu le même style de frustration qu'avec le match précédent, même si le match fut bien meilleur que le Money in the Bank féminin. Mais je donnerai tout de même la note de 7 sur 10 à ce match. On passe à présent au match de championnat féminin qui voyait s'affronter Lana à Naomi, la championne. Alors on était nombreux à attendre de voir la valeur de Lana sur un ring, son premier match en solo. Je dois reconnaître qu'elle a plutôt bien bossé, qu'elle n'a pas été ridicule. Elle a supporté quelques prises, notamment des snap suplex sur les cordes de façon assez brutale, ce qui lui a permis de travailler les jambes de Naomi par la suite. Elle a même réussi à se dégager d'un rear view de la part de Naomi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Lana a aussi réussi à porter son finisher, qu'on aura déjà vu lors du dernier SmackDown, mais Naomi s'est quand même dégagée. Et c'est là, à ce moment-là, que Carmella arrive par surprise avec sa mallette. Donc là, j'ai cru qu'elle allait nous faire un peu une Seth Rollins en s'invitant au match et transformer ça en triple threat. J'ai eu très peur à ce moment-là car je ne voulais pas, moi, je ne voulais pas du tout que la mallette soit déjà encaissée le même soir. Et heureusement, finalement, elle se sera rétractée un peu pour jouer sa princesse et jouer un peu le mind game avec Lana et Naomi. Lana tente à ce moment-là à nouveau son finisher, mais se fait contrer par Naomi qui réussit à faire finalement abandonner Lana avec sa prise de soumission. Donc victoire de Naomi, sans trop de surprise. Ça aurait été vraiment très étonnant que Lana gagne le titre pour son premier match solo. Match quand même assez court, tout de même d'environ 7 minutes. Match typique de Weekly, j'ai envie de dire, qui ne mérite pas plus qu'un 5,5 sur 10. On a alors droit par la suite à un Fashion Files, un peu qui n'était pas prévu bien sûr, de la part des Breezango, où l'on apprend que ceux qui avaient attaqué leur bureau et Tyler Breeze dans le dernier SmackDown
les challengeait sur le ring sans qu'on sache encore de qui il s'agit. On voyait juste peu leur silhouette, donc ça laissait un petit suspense quand même malgré tout. Et c'est là alors qu'arrivent par surprise Maria et Mike Kanellis, hein, qui étaient certes attendus d'après les rumeurs, mais peut-être pas forcément de cette manière, puisqu'on s'attendait plus à une intervention éventuelle durant l'un des deux matchs féminins. Mais finalement, ce fut juste une présentation du couple dans un mini-segment. À noter quand même que le nom de Bennett a disparu et que Mike s'est fait aussi appeler Kanellis, donc Mike et Maria Kanellis. Il semble en tout cas être plutôt puisque Maria notamment dit qu'ils vont nous éduquer le pouvoir de l'amour. Donc, ce qui fait quand même assez arrogant quand on entend ça. Donc c'est plutôt, on va dire, une attitude de heel. Donc, et à un moment donné d'ailleurs, quand Maria a parlé du perfect partner, j'ai cru qu'à un moment donné, un match improvisé avec Tye Dillinger, mais alors peut-être que ça finira par arriver, qui sait, ça serait peut-être une bonne première feud pour Tye, vu qu'il est un peu au placard en ce moment. Et je me demande même si c'est pas été fait exprès pour que justement il ait une première rivalité pour lui, quoi, puisque vu qu'il est assez bouché en ce moment. On passe désormais à l'un des deux gros morceaux de la soirée, à savoir le match de championnat de la WWE entre Randy Orton et Jinder Mahal. Alors à noter avant le début du match, la présentation de plusieurs anciens lutteurs présents au premier rang, c'était quelque chose d'attendu. Les news d'avant pay-per-view en parlaient, à savoir Larry the Axe Hennig, Cowboy Bob Orton, le père de Randy Orton, Baron von Raschke, que je ne connaissais pas bien personnellement, Sergent Slaughter, beaucoup plus connu, et bien entendu Ric Flair. Alors à ce moment-là, on pouvait se douter très facilement qu'il allait se passer un truc avec les anciens, sinon je voyais pas trop l'intérêt de nous les montrer. En tout cas, à ce moment-là, Orton commence fort le match, mais se réceptionne mal à l'extérieur du ring, sur le genou, se fait mal au genou. Du coup, Mahal en profite pour s'attaquer à ce genou pendant une bonne partie du match, même quasiment tout le match même. Orton arrive plus tard à apporter un belly to back suplex sur la barricade, ce qui fait alors retomber Mahal en plein sur les anciens lutteurs. Mais Mahal réagit en écrasant le genou d'Orton sur la table des commentateurs, puis plus tard sur une barricade. Mahal arrive même à porter un figure four leg lock sur Orton, sous les yeux du maître en la matière, à savoir Ric Flair, mais Orton arrive à se dégager. En tout cas, Mahal ne lâche pas le genou gauche d'Orton et le travaille sans relâche, assez intelligemment d'ailleurs. On reste encore dans les hommages avec la prise en 4 de Ric Flair, mais avec cette fois-ci la superplex ortonienne portée par Orton à la manière de son père. Orton se réveille alors, porte son DDT de la deuxième corde, suivi d'un RKO sur Mahal, mais les deux frères, les Singh Brothers, mettent la jambe de Mahal sur la corde. L'arbitre le voit et, sous la pression d'Orton, l'arbitre décide alors de virer les Singh Brothers du ring, sous les applaudissements des anciens. Mais les Singh Brothers décident alors de venir s'en prendre aux anciens en menaçant Bob Orton, le père de Randy Orton. C'est d'ailleurs un moment que je vous avais prédit dans ma vidéo prodo, où je vous avais dit que Bob Orton serait sûrement molesté par Mahal. Alors finalement, ça aurait été par les Singh Brothers. Orton arrive alors à la rescousse et s'en prend aux deux Singh Brothers, notamment en éclatant un sur la table des commentateurs, un peu comme à Backlash d'ailleurs, puis avec deux RKO, un pour chaque frère, notamment le deuxième sur la table des commentateurs qui aura produit son effet. Franchement, ce passage d'Orton à l'extérieur, vu sa durée, aurait même, je pense, dû lui coûter le match, puisqu'il a été à l'extérieur durant un bon moment à ce moment-là. Donc j'ai pas compris à ce moment-là ce qu'avait foutu l'arbitre durant ce passage, puisque d'ailleurs il avait complètement disparu des écrans à ce moment-là. Mais pour moi, Orton aurait dû être décompté à l'extérieur et il aurait dû perdre le match comme ça. Mais évidemment, quand Orton est remonté sur le ring, la suite était assez prévisible avec un Mahal qui attaque à nouveau le genou d'Orton et enchaîne avec un Kalash pour la victoire finale. Donc Mahal conserve logiquement son titre. Orton n'aura donc plus de possibilité de redevenir champion cette fois-ci. On s'en doutait puisqu'une feud avec John Cena est annoncée d'après les récentes news, soit pour Battleground, soit pour SummerSlam. Concernant le match en lui-même, c'est comme à Backlash en fait. Donc j'aime pas trop Mahal et Orton dans un ring à la base.
Du coup, je me suis plutôt ennuyé, et en dehors du passage d'Orton à l'extérieur, hein, lorsqu'il a éclaté les Singh Brothers, mais c'était du copier-coller de Backlash, le scénario fut assez identique au final, hein, ce qui prouve un manque d'originalité de la part de la WWE. Et en fait, ça a été au final le même match, hein, que Backlash, en ajoutant seulement les anciens aux abords du ring et l'arbitre qui aura expulsé les deux frères, même s'ils ne se seront absentés que pas du tout même, ils ne seront pas partis du ring finalement, hein. Donc voilà, il y a eu que ça qui a changé par rapport à Backlash. Donc un match, hein, d'une vingtaine de minutes tout de même, que je noterai seulement 6,5 sur 10, hein, par son manque d'originalité et son niveau catchesque, je dirais, assez moyen. On passe à présent au match des Breezango, hein, qui était annoncé tantôt, hein. Ce qui était à prévoir, hein, au vu du peu de matchs prévus sur la carte, hein, à savoir 5 seulement à ce moment-là, hein. Donc on pouvait s'attendre à un match supplémentaire ou à un segment supplémentaire. Alors finalement, ça a été un peu la tarte à la crème, hein, puisqu'il s'agissait tout simplement de leurs rivaux, hein, leurs adversaires. Il s'agissait finalement de The Ascension, qu'on n'avait pas revu depuis un certain temps, hein. Alors peut-être l'occasion de les repousser, hein, vu le booking horrible dont ils disposent depuis leur arrivée dans le main roster. Alors finalement, le match aurait été très court, hein. Fandango réussit un roll-up sur victoire pour la victoire des Breezango. Les pauvres Ascension, hein, encore battus, hein, je n'arrive même pas à me souvenir de leur dernière victoire, hein. C'est vraiment affolant. Je n'ai pas envie de noter ce match d'ailleurs, hein, qui est juste une pause pipi histoire de boucher les trous. Le match n'aura en plus duré que 4 minutes, hein. Donc bref, rien d'autre à dire de plus. On passe à présent au gros morceau, hein, le main event du pay-per-view, à savoir bien entendu le Money in the Bank masculin, hein. Il y avait Dolph Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles, Shinsuke Nakamura et Baron Corbin. Alors première surprise, hein, d'entrée de jeu avec Baron Corbin qui s'attaque à Nakamura dans le dos, hein, pendant son entrée, ce qui nous aura privé d'ailleurs d'un moment attendu des fans, hein, à savoir l'entrée de Nakamura, hein, c'est dommage. Corbin lui donnera ensuite un coup d'échelle et un coup de caméra. Nakamura est alors inanimé au sol. Corbin demande à sonner la cloche très rapidement, hein, les arbitres se consultent, mais le match démarre quand même à 5. On voit Zayn écraser Owens, hein, sur une échelle qui se sera un peu pliée en deux, mais pas tout à fait. Puis Ziggler qui balance Zayn contre une échelle placée dans le coin. On voit plus tard ce qui est alors le plus beau spot du match, hein, avec Zayn qui porte un incroyable Sunset Flip Powerbomb sur Ziggler depuis le haut de l'échelle. C'était vraiment superbe, même si sur le principe, hein, on peut se dire que c'était inutile car Ziggler était alors sonné et la mallette était vraiment à portée de main, hein, pour Zayn. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, des grands classiques de la WWE de faire des choses incompréhensibles aux lutteurs alors que la victoire est à portée de main. Puis Sami Zayn ne s'arrête pas là, hein, et porte un exploder souplex sur les l'éperon du ring à Owens, hein, qui aurait pu lui péter la nuque, hein, et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, un move incroyable une nouvelle fois de la part de Zayn, hein, qui est à ce moment-là l'homme du match, hein, c'est celui qui a le momentum. Zayn tente alors difficilement de grimper l'échelle, mais AJ Styles l'en empêche avec un Phenomenal Forearm. Corbin porte ensuite un Shock Slam à Styles directement sur une échelle, hein, qu'il avait installée à l'extérieur du ring, hein, à l'horizontale, entre les escaliers et la table des commentateurs. Zayn profite alors de la déconcentration de Corbin pour lui porter un Helluva Kick. Zayn pense alors être seul pour grimper, mais Ziggler le bloque, suivi de Kevin Owens qui lui donne un coup de pied dans les roustons. S'ensuit alors un duel entre Styles et Owens qui finit sur un nouveau gros spot avec Styles qui porte un Death Valley Driver à Owens, hein, qui atterrit alors sur l'échelle placée à l'extérieur du ring, qui ne plie toujours pas. On a alors droit à un spot classique, hein, le spot classique du match de Money in the Bank ou même du match du ladder match, à savoir Styles qui est suspendu à la mallette dans le vide alors qu'il n'y a plus d'échelle puisque Ziggler venait de la retirer. Styles tente quand même l'impossible, en tentant d'ouvrir le mousqueton, hein, et de décrocher la mallette alors qu'il est en suspension dans les airs, mais il n'y arrive pas et retombe vraiment en plein milieu du ring, hein, avec beaucoup d'impact, un vrai crash. Corbin dégage alors Ziggler et s'apprête à monter l'échelle, mais ce à quoi il fallait s'attendre arriva. La musique de Nakamura retentit,
Nakamura arrive alors en se tenant l'épaule et la bagarre commence enfin entre Corbin et Nakamura, pendant que le public chante le thème de Nakamura justement. Il arrive alors à se débarrasser de Corbin, puis de Ziggler, puis de Zayn et d'Owens avec plusieurs Kinshasa dévastateurs. Mais il reste encore AJ Styles qui confronte alors Nakamura de part et d'autre de l'échelle au centre du ring. Les deux décalent alors l'échelle sur le côté et décident d'en découdre afin d'avoir le droit au Dream Match que tout le public attend. Nakamura porte alors son Inverted Exploder, Styles son Phenomenal Forearm, puis les deux en découdent en haut de l'échelle, à deux doigts de décrocher la mallette. Mais Corbin, venu de nulle part, fait tomber les deux hommes et en profite alors pour décrocher la mallette. Victoire donc de Baron Corbin, sans surprise, car il était annoncé comme Carmella comme le grandissime favori. Alors à noter quand même une chose que j'ai pas aimé dans cette fin de match, et c'est pas la première fois que je vois ça, je crois qu'on le voyait aussi dans les précédents Money in the Bank, c'est le gros plan sur Corbin lorsqu'il s'apprête à décrocher la manette, qui je trouve spoil beaucoup le résultat, car on n'a pas ce genre de gros plan sur les tentatives précédentes. Donc je trouve que c'est un vrai moins. J'aime vraiment pas ce moment-là. Voilà, je trouve que ça spoil vraiment le résultat. C'est vraiment dommage. Mis à part ça, le match en lui-même fut vraiment superbe, d'une durée quand même d'une demi-heure. C'est pas rien. Je lui donnerai quand même la note de 8,5 sur 10. Il faudra vraiment, je pense, le classer parmi les meilleurs matchs de l'année à la WWE, sans doute, car il y a eu de sacrés spots et pas mal de suspense, en dépit du vainqueur qui était quand même assez prévisible. On va dire que ce match sauve un petit peu le pay-per-view du naufrage. Voilà, en tout cas, au bilan, le bilan de ce pay-per-view, pour moi, ce fut assez moyen quand même, pour ma part, avec juste comme point positif le tag team match, en tout cas avant le décompte extérieur, puisque le match était bon jusqu'à maintenant, mais la fin était un peu pourrie, mais le match était bon. Et bien entendu, le Money in the Bank masculin qui fut long, spectaculaire et l'un des meilleurs matchs de l'année à la WWE. En revanche, pour le reste, tout le reste, pour ma part, fut très moyen et pas digne d'un pay-per-view. Voilà. Même le Money in the Bank féminin, voilà, avec cette fin pourrie, avec James Ellsworth que je voyais, que je sentais venir à des kilomètres. Euh, et alors qu'on aurait pu avoir un match beaucoup plus sympa à voir, avec 5 minutes de combat supplémentaire. Et eh bien ça nous a gâché le plaisir. Et le match, voilà, le match Lana Naomi était vraiment voilà, très court et il n'y a pas eu grand chose à voir. Euh, du coup, le Orton Mal, voilà, j'aime pas trop les deux lutteurs dans le ring et je me suis un peu ennuyé. Et en plus, c'est un copier-coller de Backlash pour moi, donc il n'y a vraiment pas eu grand chose d'autre à souligner. Et du coup, pour moi, je noterai ce pay-per-view seulement 6,5 sur 10. Ce sera loin d'être le pay-per-view de l'année me concernant. Alors un point positif quand même, c'est qu'on n'aura eu aucun cash durant la soirée, c'est ce que je voulais, car je voulais qu'on profite davantage de chaque lutteur qui possède la molette, surtout après le cash immédiat de Dean Ambrose l'an dernier. Donc n'ayant pas encore vu le dernier SmackDown, je ne peux pas encore réagir sur les conséquences du pay-per-view, donc je tâcherai de vous en parler ce dimanche, si des choses intéressantes se sont produites, peut-être un cash. D'autant plus justement que dans le dernier Talking Smack qui a suivi le pay-per-view, on a vu Baron Corbin qui est parti en nous vendant un éventuel cash dans le SmackDown qui suit. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Mais j'espère quand même que Corbin gardera sa mallette pour encore un petit moment. Parce que j'aime bien voir les détenteurs de mallettes un peu teaser une entrée à tout moment. Donc j'espère que ça va durer encore quelques temps. Voilà ce que je pouvais dire sur ce pay-per-view. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et à réagir. Ça me ferait plaisir. Euh, voilà, j'aimerais bien avoir davantage de membres. Voilà, puisque j'ai encore une petite communauté. Je suis encore un petit youtubeur au niveau catch. Donc j'espère grossir petit à petit et vous faire plein d'autres vidéos. En tout cas, si j'ai des retours positifs à ce niveau-là et si j'y suis poussé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite
une bonne fin de semaine. On se retrouve probablement ce week-end pour réagir notamment sur SmackDown et sur ce qui se sera passé dans le dernier SmackDown. On se retrouve très vite. Je vais vous faire donc une vidéo très rapidement. J'espère que ça vous aura plu. Et d'ici là, bien entendu, vive le catch! Ciao à tous!